Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout compte fait consacré aujourd'hui à la folie du vintage. Faire du neuf avec du vieux. Le principe, vous le savez, n'est pas nouveau, mais le marché subit un coup d'accélérateur depuis quelques années, dans l'habillement notamment, on le verra dans un instant avec notre première enquête, mais aussi, et c'est là la grande nouveauté, en cuisine, avec le retour des vieux légumes. Alors, on va faire un jus de fruits avec des poires et des panais. Votre grimace. Non. C'est bon. On l'a tous remarqué, depuis quelques années, c'est un fait, le vintage a envahi notre quotidien. Comme ici, au Comptoir Général, ce grand café parisien imaginé à partir de vieux objets. Alors il y a l'ameublement, mais aussi l'habillement. Polo et baskets des années 90 ont fait leur grand retour depuis peu dans les vitrines et les magasins, à grand renfort marketing, à tel point que les marques relancent désormais leurs anciens produits phares. Alors que cache ce retour de tendance et comment les enseignants profitent? Enquête signée Wendy Binden. Christophe a 24 ans et c'est un passionné de vintage. Chez lui, on a l'impression de faire un bond dans le temps. Retour dans les années 70. Depuis l'école, il ne jure que par le temps béni des années disco. Et dans ses armoires, rien de neuf. Ses chemises, ses pantalons, tout date de l'époque de ses parents. Voilà, chemise années 70 avec les cols pélatardes de l'époque. Des chemises à motifs qui sont assez cintrées de l'époque en fait. Des couleurs flashy, des motifs qu'on n'imagine plus. Celle-là, je l'adore celle-là. Christophe a des goûts originaux. Et pour le jeune homme, hors de question de s'habiller à la mode d'aujourd'hui. Moi, c'est vraiment, je cours après les choses anciennes. Là. Je cours de l'autre côté, moi. Votre mode à vous, c'est le passé, quoi. Je suis très nostalgique, moi. Je suis nostalgique, je suis fleur bleue, je suis le romantique de l'époque. Je suis vraiment, voilà, quoi. L'époque de l'insouciance, quoi. Nostalgie de ces décennies d'insouciance, engouement pour le vintage. Christophe est loin d'être le seul à regretter le bon vieux temps. Et ça, certains sont bien décidés à en profiter. Reine des années 70, 80 et 90, certaines marques stars étaient peu à peu tombées dans l'oubli. Mais depuis quelque temps, voilà qu'elles refont surface et qu'elles envahissent à nouveau nos armoires et les vitrines des magasins. Kawe, Le Coq Sportif, Champion, Fila ou encore Chevignon, autant de noms qui parlent et qui renaissent de leurs cendres. L'équilibre est difficile, surfer sur la vague de la nostalgie, tout en se modernisant. Mais le jeu en vaut la chandelle, le souvenir peut rapporter gros. Romilly, dans le département de l'Aube, capitale historique du textile. Pour afficher un côté vintage, certaines marques sont allées jusqu'à y rouvrir leurs anciens ateliers. Voici l'unique usine en France du Coq Sportif, une société plus que centenaire. C'est ici qu'une trentaine de personnes ébauchent les prototypes de tous les vêtements. Ouais, on avait deux, j'en ai gardé qu'une. Maintenant, il n'y en a qu'une? Ouais. Des machines qui tournent à plein régime, des finitions à la main, un made in France qui sent bon la nostalgie. David Pécard, le patron de l'usine, perpétue la tradition textile de la marque. Avec Eva, sa chef d'atelier, il doit justement valider un nouveau modèle. Le col que vous allez faire ici, oui, qui va dans la col vélo ou un peu le petit col En fait, on avait pensé du coup le corps camionnette comme s'il s'ouvre, voilà. Un gros col qui remonte. Il s'agit d'un survêtement. Et du coup, je trouve que ce qui m'embête, c'est qu'après, vous savez toujours, Eva, on va avoir un découpe, le zip avec le tricolore, plus le col, ça fait 3 trucs et ça fait trop. Ce modèle fait partie de la prochaine collection automne-hiver. En règle générale, il ne faut pas mettre trop de paramètres dessus. Et là, je trouvais qu'il y en avait un peu trop. Le col, le zip, la découpe, ça fait... Donc on discutait. David Pécard est d'autant plus attentif que cette pièce est un incontournable pour la marque. C'est elle qui a créé en 1939 le tout premier survêtement appelé alors costume du 7e jour. La marque est née dans ses murs en 1882. La production bat son plein jusque dans les années 60-70. Mais la concurrence est de plus en plus rude et la société fait des mauvais choix. Le coq bat de l'aile et en 1988, l'usine ferme. Pour se relancer, la société a décidé d'exploiter le filon de la nostalgie. Mais maintenant, une toute petite partie de la production est faite à Romilly. On va aller sur le même produit,
Donc ici, vous êtes sur... Vous montez les... Sur-fil pour qu'elle pose les fermetures. C'est ça. Ici ne sont fabriquées que de petites séries ou des commandes spéciales. C'est une veste que Richard Gasquet va porter en 2016 à partir de Roland-Garros, oui. L'atelier peut produire 300 modèles par jour. Contrairement à la grande époque, seule une petite quantité est made in France. Et on fabrique environ 5 à 7% de nos vêtements en France. Et le reste est fabriqué 50% au Portugal, 50% au Maroc. Autrement dit, 93% des vêtements sont fabriqués à l'étranger. Mais l'inspiration, David Pécard n'a pas besoin d'aller bien loin pour la trouver. À quelques minutes en voiture de l'usine, le directeur est très attendu. Entrez. Bonjour David. Ça va? Bien et vous? Il y a bien longtemps qu'on s'est vus. Josette Camuset, la mémoire vivante de la marque. Alors, je vais vous faire voir ce qu'on appelle la cave, mais qui renferme des trésors. Dans sa cave, elle a des trésors qui intéressent beaucoup David Pécard. Que des maillots originaux des grandes heures du sport. Marcel Cerdan. Le short du boxeur français. Le maillot Manu France, le vrai. Le maillot légendaire de l'AS Saint-Étienne. Et il y a aussi Maillot d'Argentine. le maillot de l'équipe championne du monde de foot en 1986. En fait, Josette est la belle-fille du fondateur historique, Émile Camuset. C'est elle qui possède tous les anciens catalogues, dont celui-ci datant de 1961. Que vous allez découvrir sur SS17, on s'est inspiré beaucoup de ces hauts de survêtements en faisant du ton sur ton, mais en mettant des matières un petit peu plus techniques. On va essayer de nous différencier en faisant des produits plus futuristes, mais toujours sur, Oui, avec une sur la base inspiration d'origine. C'est ici que David Pécard vient chercher l'inspiration. Il y a beaucoup de choses. Alors après... Il faut adapter à la... Et puis, il faut l'époque actuelle. il faut aussi trouver le bon moyen que ça séduise les consommateurs d'aujourd'hui. Parce que je pense que copier, c'est pas suffisant. Surtout, il espère dénicher le futur best-seller de la marque. Alors vous fouillez comme ça. Je fouille toujours. Vous espérez Un beau trouver, maillot du Brésil. Vous dites que vous pouvez peut-être trouver une inspiration, un polo qui vous aurait échappé. On trouve toujours quelque chose ici. Il y a toujours quelque chose d'important à prendre. Mais il suffit de regarder par exemple, ne serait-ce que sur la table, les couleurs. Si on trouve des idées, par exemple de décors qu'on peut faire sur des produits, en un siècle, tout a été déjà fait. En réalité, David s'inspire du parfum de nostalgie que représentent ses vêtements. Mais les nouveaux modèles commercialisés sont loin d'être vintage. Quand la marque était au top, les chefs de produits n'étaient même pas encore nés. Et pourtant, ce sont eux qui sont chargés aujourd'hui de réinventer les modèles. Ce matin, réunion autour d'une basket homme qui doit sortir dans quelques semaines. C'est quoi les gros changements qui ont été opérés sur la chaussure? Alors là, sur le dernier proto, ce qu'on a fait, c'est sur la languette, pour apporter encore une touche de cuir et faire cette balance entre lifestyle, sport. Le jargon est technique et l'enjeu est d'importance pour Sébastien Dahan, le directeur artistique de la section chaussures. Les baskets, c'est aujourd'hui 75% du chiffre d'affaires de la société. Est-ce qu'on peut se faire un point juste sur les semelles? J'ai vu que vous l'aviez fait en femme, je voudrais savoir en homme. On est resté sur de la gomme, on part sur du rubber. C'est lui qui a la lourde tâche de moderniser les modèles phares du catalogue. Notre métier, c'est de puiser dans nos archives, ou puiser dans l'imaginaire, et d'en créer des chaussures modernes et plus adaptées à notre époque. On parlait tout à l'heure d'une chaussure qui était la 900. Si on compare, ça c'est un vrai modèle d'archive. Ça c'est une chaussure des années 90. Vous allez retrouver cet esprit de vague qu'on retrouve exactement, mais d'une façon beaucoup plus élégante. Vous allez retrouver aussi une forme très pointue, très fine, qui était la caractéristique toujours des chaussures Lecoq sportives. Et enfin, La marque joue à fond la carte de la nostalgie et elle a poussé le vice encore plus loin. Yannick Noah,
Il était déjà l'une de leurs égéries en 1983, lors de sa victoire à Roland-Garros. Il l'est à nouveau aujourd'hui. Mais leur plus beau coup a eu lieu l'été dernier. À Saint-Étienne, le chaudron est en ébullition. C'est jour de match. Jean-Philippe Sionneau, responsable de la communication de la marque, a fait le déplacement exprès. L'ambiance bat son plein. La ville joue les 3 premières places. En juillet dernier, le club a négocié une exclusivité, un partenariat qui existait déjà dans les années 70, à l'époque où toute la France vibrait pour les Verts. Peut-être le plus beau succès commercial de toute l'histoire de la marque. Un exploit que Jean-Philippe Sionneau aimerait bien voir se reproduire. Ce sont des choses qui nous permettent aujourd'hui de développer nos collections lifestyle. On prend des codes issus du foot, issus de nos partenariats, pour les transposer dans nos collections lifestyle. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un ensemble, c'est une globalité. En misant sur le sport, le Coq s'est refait une santé ces dernières années. La société a multiplié par 5 ses résultats, passant de 20 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une stratégie du vintage qui paye. C'est ce que nous avons pu constater dans ce grand magasin parisien, où les produits rétro remis au goût du jour s'arrachent. Résultat, les acteurs historiques de la mode ressortent leurs vieux modèles les uns après les autres. Sophie Bocquet, la directrice commerciale, les voit même prendre de plus en plus de place dans le magasin. Il y a le bon vieux bombardier Choc qui a fait fureur dans les années 80, ou encore cette chaussure que tous les chanteurs portaient aux pieds dans les années 90. Et il y a la plus emblématique de toutes, la fameuse paire de Stan Smith, le carton de ces dernières années. La chaussure qui est revenue chez Adidas il y a maintenant 2 ans pile, et qui aujourd'hui représente quasiment la moitié de leur vente. Donc c'est énorme, c'est un phénomène. La moitié des ventes. C'est un phénomène. D'après Sophie, il ne faut pas aller chercher bien loin le succès de ces rééditions. En temps de crise, elles auraient quelque chose de rassurant. Il y a d'abord une envie de nostalgie. Les gens, globalement, sont nostalgiques de périodes soit qu'ils ont connues et des périodes où ils ont été heureux, soit des périodes qu'ils n'ont pas connues, mais dont ils savent que ce ont été des périodes heureuses. Donc les années 60, 70, c'est vraiment des périodes heureuses. Après, il y a des années plus récentes qui reviennent aussi, comme les années 90. Et là, souvent, les gens les considèrent comme des grandes périodes créatives. Pour les marques, cette folie du vintage est une aubaine. Elles en profitent souvent pour gonfler les prix et donc faire plus de marge. Exemple, avec ce coupe-vent que nos parents nous obligeaient à porter. C'est l'original. C'est l'original avec la poche, donc celui qu'on met... Je vous montre quand même. La poche banane ? Ah bien sûr. Ah non, c'est l'original. Ça, c'est celui que vous aviez en colo. Là. Kawe a bien failli disparaître. Votre petit produit. Quand les nouveaux propriétaires italiens ont relancé la licence en France il y a 3 ans, les gens se sont précipités dessus. Et la seule chose qui a changé, c'est quand même, je ne sais pas si je dois le dire, mais c'est le prix. Donc c'est aujourd'hui, un vêtement comme ça, ça coûte, je crois, c'est 70 €. Non, 100 €. Ah. Ça paraît fou. Ouais, ça paraît fou, mais ça, c'est... Il y a beaucoup de marketing derrière, faut être honnête. Mais il y a aussi, c'est un produit très authentique. Et l'authenticité, ça se paye. Les marques spéculent sur le fait que le prix n'est pas un frein quand on désire vraiment un article. Exemple, avec le célèbre coupe-vent. À son lancement en 1966, le modèle junior coûtait 15 francs, l'équivalent de 20 € aujourd'hui. Désormais, le même article pour enfants est vendu 49 €, 2,5 fois plus cher. Même constat avec la célèbre doudoune Chevignon, plus 35% entre hier et aujourd'hui. Les professionnels de la mode ont bien compris que nos souvenirs peuvent rapporter gros. Mais pour les puristes comme Christophe, rien ne remplacera jamais l'authentique. Salut Christophe. Tu vas bien? Comment tu vas? Bien toi? C'est une bonne semaine? Pour s'habiller, c'est cool. il ne va que dans les friperies comme celle-ci, qui elles sont spécialistes du vintage, des vêtements d'époque, fabriqués à l'époque. On a refait des bus, on a reçu des... Ça là, l'extra, mon gars. Le col, il est bien pointu, là. Ouais, ça, c'est pointu. Ouais. Et ici, comme il s'agit de seconde main, les prix aussi sont d'époque. Le fameux Kawe.
temps revenu à la mode. Et alors ça vaut combien un cahuète? Et alors du coup, nous, on le vend au poids, donc ça revient effectivement pas trop cher, quoi. Une quinzaine d'euros, le cahuèt. 15 € l'imperméable, 29 € le jean. En revanche, il n'y a pas toutes les tailles. Il faut avoir un peu de chance. Avec des talonnettes. Elles sont superbes. Hein. Ah ouais, j'aime bien moi. Tu rentres bien dedans là? Ouais. Tu les voulais? Non, pas du tout. Christophe a trouvé chaussures à son pied. Il repart avec une paire à 17 €. Peut-être que la marque ressortira un jour ce modèle. Qui sait? Et après l'habillement, coup de projecteur maintenant sur un objet symbole aussi de cette grande tendance du vintage. Il s'agit du bocal en verre, celui-là même qu'utilisaient nos grands-mères il y a plusieurs décennies. Eh bien, l'objet fait son grand retour dans les placards. Certains l'utilisent même comme un accessoire de décoration. Des restaurateurs en ont même fait, vous allez le découvrir, un concept. Il s'en vend près de 20 millions chaque année, pour le plus grand bonheur évidemment du fabricant. Le retour des bocaux en verre, grand reportage signé Vincent Lepreux. Oubliez tout ce que vous pensez connaître à propos des bocaux. Pot à confiture ou terrine de pâté. Hop là, c'est bon. Aujourd'hui à Lyon, Christelle va utiliser des bocaux pour faire la déco d'un restaurant à l'occasion du vernissage d'une expo photo. Et là, on a les 2 5 litres. Ceux-là même que nos grands-parents gardaient dans leur placard. 10 litres. Et halte là. Un bocal en guise de service à punch. Ou encore de bonbonnière. La jeune femme s'amuse quand il faut détourner l'objet de son usage premier. Là-dedans, des fruits, des rondelles d'orange, de pamplemousse et de citron. Christelle a craqué pour les bocaux il y a 2 ans, après un voyage aux États-Unis. L'objet connaissait là-bas un véritable regain d'intérêt. Elle a donc carrément créé un site où elle revend des bocaux sur Internet. Ça sent bon. 2 heures plus tard, les invités arrivent. Et au milieu des photos, les bocaux customisés de Christelle font sensation. Avec tous les accessoires qu'elle commercialise, la jeune femme est sûre de faire de nouveaux adeptes. C'est super mignon. On a des bocaux qui sont transformés en mugs. On va accessoiriser, vous voyez, une paille en inox ou en verre, voilà, pour un côté totalement sain. Il y a celui-ci. Un bocal râpe à fromage. Ce couvercle. Avec Christelle, le contenant en verre peut se décliner à l'infini. Vous faites votre boisson, vous checkez et vous pouvez verser. Qui aurait pu croire ça? À force de parler d'écologie, de recyclage et de gestes anti-gaspi, voilà qu'aujourd'hui le bocal de mamie redevient tendance. Il n'est pas seulement objet de décoration, les jeunes redécouvrent les bienfaits du verre. Et ils se remettent même à faire de la conserve. À ton avis, combien de bocaux on fait là? Il y a une vingtaine d'années, on pensait le bocal fini, bon à jeter. Dans les années 60, la boîte de conserve lui avait déjà filé un sacré coup de vieux. Et avec l'avènement du plastique, on pensait qu'il ne s'en remettrait pas. Mais c'était sans compter que le bocal est éternel. À la Verre Idéale, un magasin historique où les cuisiniers viennent se fournir, Frédéric Chénaud, le patron, a vu la tendance s'inverser. Aujourd'hui, il vend 150 000 bocaux par an. Il y a 70 ans, c'était vraiment pour conserver un produit. Aujourd'hui, pour les restaurateurs, c'est vrai que c'est devenu un produit design, tout simplement, pour mettre en valeur leur entrée. Et en effet, ce sont les grands chefs qui ont remis le bocal en selle. Il y a d'abord eu les frères Ferniaud qui ont lancé une franchise. Et puis le cuisinier étoilé Marc Vera s'y est mis aussi. Tous ne jurent que par les bocaux en verre. Écolo, durable et réutilisable à l'infini. Le bocal et son air de fait maison, l'impression de manger sain, Philippe Dubois a tout de suite vu le potentiel. Alors il y a 2 ans, quand il a voulu se reconvertir après 36 ans passés dans la restauration et l'hôtellerie de luxe, il s'est tourné immédiatement vers les bocaux.
Lorsqu'il a monté sa petite entreprise avec 150 000 € en poche dans l'Essonne, il n'était que 2. Voilà notre laboratoire de production, qui est une cuisine dans laquelle donc, on ne travaille que des produits frais. Voilà, et on épluche les pommes de terre, après on va les faire cuire, on va les couper. Aujourd'hui, ils sont 10 à s'activer en cuisine. Les fourneaux n'ont plus le temps de refroidir, 6 jours sur 7. La carte change tous les mois et en ce moment, la salade piémontaise est à l'honneur. Et puis voilà, c'est là où tout se joue. Donc là, c'est le velouté de lentilles, par exemple. Donc aussitôt cuisiné, aussitôt mis en bocaux ou en bocal. Les repas passent dans cette petite machine qui crée un léger sous-vide en quelques dizaines de secondes. Et le fait de le mettre sous vide nous permet donc d'avoir une durée de conservation de 2 jours de plus. C'est-à-dire, en gros, on va garder le bocal 5 jours maximum. Alors, tu as 17 mousses au chocolat noir, spéculoos. De 500 bocaux par mois au début, Philippe est passé à plus de 6000 aujourd'hui. 17 piémontaises ici. Là, j'en suis à 6-7. Il s'est positionné sur le créneau du midi. Il développe beaucoup les ventes aux entreprises. Le menu entrée plat dessert est tout de même facturé 24 € par personne. 1, 2. Et le pain du boulanger. Qu'est-ce que vous préparez, Philippe? Là, on prépare des plateaux repas, donc un peu particuliers, puisque nous, on lutte contre les déchets. Alors, on n'a pas voulu de carton ni de plastique. Alors, évidemment, les bocaux, c'est du verre, donc c'est parfait. On les empile, comme ça on a un repas complet. Là, c'est fini. Philippe a même remis au goût du jour un concept d'un autre temps, la consigne. 1 € le bocal. À ce prix-là, certains clients préfèrent d'ailleurs ne pas le rendre, car ils sont vendus beaucoup plus cher dans les magasins de déco. Jusqu'à 7 et même 10 € pièce. Hop. On a fait dans l'esprit du porteur de lait d'autrefois, avec les bouteilles en verre, vous savez, qui étaient consignées. C'est la bonne vieille consigne de mamie, en fait. Exactement, on n'invente rien, on réactualise, on croit dur comme fer à la consigne, nous. En matière de vintage, Philippe Dubois ne se contente pas de faire du bocal. Même son premier point de vente sent bon le rétro. Une estafette Renault des années 60, transformée en food truck. C'est Vincent, son complice des débuts, qui s'en occupe. Il vient draguer les salariés juste en bas de leur bureau. Alors cette semaine, on a fait un bourguignon avec des carottes acidulées, oignons grelots et champignons. D'accord. Et j'ai sinon le sauté de porc à la bière, tagliatelle. Oui, je vais prendre ça. D'accord. J'avais regardé sur le site. D'accord. À se demander parfois si le plus important c'est le contenu ou le contenant. Le verre et le petit le caoutchouc rouge, ça renvoie à ce que faisaient les grands-mères, à la bonne cuisine et puis côté un peu artisanal des choses. Le côté fait maison allié à la nostalgie véhiculée par le bocal, le concept s'exporte maintenant un peu partout, jusque dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Bonjour Nicolas. Une fois par semaine, Philippe livre ses nouvelles créations culinaires dans cette épicerie de luxe. Voilà, la commande, des plats, le bœuf bourguignon classique, avec les petits oignons, les champignons et puis des carottes étuvées. Super. Voilà, donc avec une sauce au vin bien sûr. On dessert la pomme au four avec le caramel au lait. L'épicerie revend les plats 14,50 €, presque le double du tarif estafette. C'est des produits frais qui sont apertisés à la manière d'une confiture et donc on a une qualité gustative optimum. En plus de ça, ça crée une relation avec le client qui ramène ses bocaux et qui est très content de participer à un effort écologique. Et en plus, ça permet de les réchauffer en l'absence de tout plastique en contact des aliments, ce qui est toujours une mauvaise chose quand on utilise un micro-ondes, comme souvent dans les bureaux, comme le fait ma clientèle. On voudrait faire une soupe aux carottes et au roquefort. Clivant le roquefort. Ouais, c'est clivant, ouais. Soupe aux carottes et cumin. Carottes cumin, oui, très bien. L'année dernière, Philippe Dubois a réalisé 280 000 € de chiffre d'affaires. Il espère faire 400 000 € cette année.
Mais il n'est pas le seul à profiter du retour en grâce du bocal. Le village de Puy-Guillaume en Auvergne. Il y a 40 ans, une dizaine de marques françaises se disputaient le marché du bocal. La plus mythique d'entre toutes a gardé le même nom depuis le début, le Parfait. La marque est née en 1930 et c'est la seule à avoir survécu. Tous ses concurrents français ont disparu. Il y a une chose qu'on ne faisait pas il y a 85 ans et qui arrange bien les affaires de Christian Pradel, le patron. C'est recycler le verre des anciens bocaux pour en faire des neufs. Quand vous mettez vos bouteilles dans les bacs à verre, le verre ensuite est nettoyé, concassé, et on obtient le groisil ou le calcin, selon les termes, qui va descendre dans la trémie et va être refondu à 1400 degrés et va refaire un bocal ou une bouteille. Une matière première un petit peu moins chère. Un bocal est désormais constitué en partie en verre recyclé et en grande majorité à partir de sable fin. La machine à produire les bocaux est digne d'un film de la guerre des étoiles. Et pourtant, elle est d'époque. Tout est automatisé. Une poignée d'hommes suffit à faire tourner l'énorme machine. Chaque jour, 350 000 bocaux sortent des lignes de production. Il reste une dernière opération, la plus importante. C'est la signature de la société Un Petit Accessoire qui rend ces bocaux reconnaissables entre mille. Voilà la fameuse rondelle orange, toujours la même depuis plus de 85 ans. Aucune machine ne peut remplacer le savoir-faire de ces ouvrières. Il faut 5 secondes pour équiper le bocal de son attache métallique. Un bocal, quand vous l'achetez, vous l'avez à vie. Vous utilisez le bocal, vous faites votre conserve, vous consommez votre conserve, vous changez la rondelle uniquement et vous réutilisez le bocal. Et ça, c'est un cycle permanent. On a des consommateurs qui ont des produits depuis 20-30 ans. Un produit qui ne se démode pas, réutilisable à l'infini. A priori, pas vraiment la recette pour en vendre beaucoup. Tout ça. Et pourtant, la marque française en vend 20 millions par an. C'est 2 à 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Ici, c'est une commande pour les États-Unis. Ici, vous avez des produits pour le Japon. Je dis souvent, moi, il y a la bicyclette, il y a le béret, la baguette de pain. Et de suite après, il y a le bocal de Parfait comme symbole de la France. Le tour de force de Christian Pradel, avoir réussi à rajeunir l'image du bon vieux bocal de mamie. Leur campagne de publicité l'année dernière en est la parfaite illustration. Je n'ai pas le Wi-Fi, pas la 4G. La 3G non plus d'ailleurs. Je ne suis pas extra plat, non, vraiment pas. Et pourtant, à ma façon, je peux améliorer votre quotidien. On est très loin de ce que proposait la société à l'origine. À l'époque, quand les réfrigérateurs n'existaient pas et que la conserve était le seul moyen de préserver les aliments. Maintenant que tous les foyers sont équipés, la marque doit trouver d'autres arguments pour attirer de nouveaux clients. Paris, 16e arrondissement. En fait, il faut oublier la caméra. Vous parlez entre vous et tu oublies complètement Bertrand. Ouais, très bien. Jamais, à aucun moment, tu parles à la caméra. Tristan et Marjorie ne sont ni des cuisiniers réputés, ni des blogueurs à la mode. Juste 2 particuliers fans de conserve. Au départ, les internautes filmaient leurs recettes préférées eux-mêmes pour les diffuser. Désormais, le roi des bocaux n'hésite pas à dépêcher une équipe de professionnels chez eux. C'est toujours plus sympa qu'une recette écrite. Oui. Il y a les vidéos qu'on met en place, on se rend compte que en quelques étapes, c'est fait. Et qu'il faut peu d'ingrédients, comme on va le voir là, et que voilà, deux jeunes gens comme Marjorie et Tristan vont y arriver brillamment. Et il y a eu des petits peu blanchiments, on n'a pas eu les ouvrir, je suis désolé. Oui, non, c'est vrai. On ne peut pas dire que les 2 cuisiniers du jour soient très bons comédiens. Viens voir. Bon, je suis allée au marché ce matin. C'est la saison des clémentines. Hein. Ce n'est pas bien grave. Tout l'intérêt de ces petits films
c'est justement de montrer que faire des conserves est à la portée de n'importe qui. Enlever les petites peaux blanches. Ouais. Et donc du coup, il faut bien les enlever. Pour faire des confitures, ça peut pas être plus facile de recruter une grand-mère. Oui, non. En fait, nous, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à rajeunir la cible de la marque. Parler aux 25-45 ans, le nouveau cœur de cible. D'ailleurs, une fois tourné, le petit film sera mis en ligne sur le site internet de la marque et sur les réseaux sociaux. On a de beaucoup on fait là. Là, je pense qu'on est bien parti pour 4. Hein. Tu penses? Ouais. La vidéo sera regardée, partagée, commentée par des dizaines de milliers d'internautes. Pourquoi? Alors pourquoi? On va les retourner parce que ça permet d'éliminer les bactéries et de chasser l'air. Plus de la moitié ont moins de 45 ans. Faites avec moi. Bah écoute, j'attends de les goûter avec impatience. Pour l'instant, par contre... C'est un peu ça le coup de génie de la petite marque française au caoutchouc orange. Le bocal en fait n'avait jamais vraiment quitté les placards des Français. Pour donner envie de les ressortir, il fallait juste expliquer comment s'en servir. Et au-delà des bocaux en verre, toujours dans l'univers de la cuisine, l'autre grande tendance du vintage, c'est le retour des légumes anciens. Panais, rutabaga ou encore topinambour, voilà des produits qui avaient disparu des étals de marché, mais qui reviennent dans nos assiettes depuis quelques années grâce à des agriculteurs passionnés. C'est d'ailleurs devenu un marché à part entière, capté, vous allez le voir, par la grande distribution. Grand reportage et portrait croisé, signé Benoît Crescent. Cette nuit, la tempête a soufflé sur le Touquet. Et au marché ce matin, les commerçants qui ouvrent leur stand sont rares. François Delpierre, lui, a bravé le mauvais temps. Aujourd'hui c'est dur, hein. Il pleuvait tellement au début de marché. Le maraîcher a une spécialité, c'est marqué sur son sweatshirt. Les légumes anciens. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour, monsieur. Un bon kilo de topinambour. Un bon kilo de topinambour. Oh, c'est le goût, et puis bon, retrouver des anciens goûts, quoi, et des vieux légumes, quoi. J'en ai eu dans l'occasion dans mon jardin avant, et bon, maintenant j'en ai plus, mais bon, voilà. S'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Topinambour, panais, radis noirs, carottes et betteraves de couleur. Même à cette époque de l'année, son étal donne envie. Là, j'ai à peu près 35 variétés de légumes différents en plein cœur de l'hiver. Donc 5 fruits et légumes par jour, sans manger tout le temps le même légume, c'est possible, on peut. C'est ça aussi qui nous a poussé vers ces légumes anciens, c'est que les gens ne savaient plus quoi manger. Et à chaque fois, faire une soupe avec poireaux, carottes, navets, 7 jours sur 7 dans la semaine, ils en ont marre. Manger que de la purée de pommes de terre, ils en ont marre. Là, nous, ça nous permet de leur proposer autre chose à manger, d'autres recettes. Hop, les betteraves là, vous pouvez les faire soit cuits, soit crus. Hein. Depuis 10 ans qu'il fait ça, François Delpierre a vu les clients se convertir aux vieux légumes, même les plus difficiles à préparer, comme le salsifis. Par rapport à quand on achète en boîte, hein, c'est sûr que c'est un peu plus de travail, ça n'a rien à voir au niveau du goût. Hein. Mais les gens, ils reviennent beaucoup. Les premières années, quand on a commencé, on en vendait 10 kilos à l'année. Maintenant, on en vend 300 kilos à peu près. Au bout de 10 ans, donc ça revient au fur et à mesure. Le marché des fruits et légumes anciens représente aujourd'hui plus de 5% des ventes. Ces légumes ont pourtant bien failli disparaître de nos assiettes, rayées de la carte, sacrifiés sur l'autel de la modernité dans les années 50. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les paysans doivent nourrir la France, il faut produire vite. Engrais, machines agricoles, l'agriculture se fait intensive et on décide de se concentrer sur les variétés les plus rentables. C'est comme ça que les 3/4 des fruits et légumes sont tombés dans l'oubli. Mais depuis une dizaine d'années, ils ont de nouveau la cote. Les consommateurs ont envie d'autre chose, les chefs cuisiniers les ont déterrés. Et voilà comment les fruits et légumes anciens reviennent à la mode. Mais avant d'atterrir dans nos assiettes, il a fallu que ces légumes retrouvent leur place dans nos champs grâce à des agriculteurs passionnés, comme François Delpierre. Car les vieux légumes, il faut sacrément les aimer. Ils demandent beaucoup plus de travail. Ce maraîcher Picard n'a pas le temps de chômer, tout se fait à la main. Ça fait le vrai topinambour à l'ancienne, celui-là. Je vais vous montrer, parce que là, il est bien biscornu. L'avantage de ces légumes rustiques, c'est leur résistance naturelle. C'est jamais malade, par rapport à de la pomme de terre.
En plantation, on plante en même temps qu'on récolte. Et c'est vendu 10 fois plus cher que la pomme de terre, quoi. Bête que les gens aient plus voulu en manger. Son panais ne bénéficie peut-être pas de l'appellation bio, mais c'est tout comme. François fait pousser ses légumes à l'ancienne. Il n'utilise aucun produit chimique. Le seul insecticide ou désherbant ici, il y en a un autre là. Il est sur pattes. Hop. Ils vont nous manger les œufs de limace, ils vont nous manger les chenilles qui font les vers dans les fruits des pommes. Ils vont manger une partie des mauvaises herbes, une partie des graines qui sont... parce que ça voit très très bien une coup. Là. Donc c'est notre désinsectiseur écologique, rentable en plus parce que ça pond et on a des œufs. Et ça fait de la vie dans le jardin, quoi. Ça fait de la compagnie. Ça demande plus de travail, le rendement au mètre carré est plus faible. Au final, François gagne mieux sa vie à cultiver des vieux légumes, car ils sont beaucoup moins nombreux sur le créneau. Le marché est donc moins concurrentiel. Et les prix ne sont pas tirés vers le bas. À 35 ans, François est toujours célibataire. Ses parents sont venus s'installer chez lui pour lui donner un coup de main. Et pour le déjeuner, production maison bien sûr. C'est bon, t'as les topinambours, panais. Puisqu'on fait le risotto de ce midi. Ce midi, tu vas faire quoi? Poulet de topinambour, panais, persil tubéreux et carottes anciennes. François n'était pas du tout destiné à être agriculteur. Ses parents étaient instituteurs, mais lui voulait vivre et travailler au grand air. À 25 ans, il a donc emprunté 300 000 € pour acheter la ferme. Et c'est en prenant le temps d'écouter ses clients sur le marché que François a commencé à s'intéresser aux vieux légumes. C'est là que j'ai vu que les gens, chaque fois, quand ils cherchaient du plant de légumes, ils cherchaient du plant de légumes un peu plus particulier que celui du voisin. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer de voir un petit peu sur ces 800 mètres carrés, là, ce que je peux mettre, hein, plutôt que mettre que la tomate rouge. C'est là que j'ai commencé à mettre des tomates jaunes, essayer de faire des greffes sur des tomates, essayer et puis ça m'a passionné, ça m'a pris au jeu, et donc je me suis dit, tiens, je vais en faire de plus en plus. Au début, les gens du coin l'ont un peu pris pour un fou à cultiver ces fruits et légumes oubliés. Aujourd'hui, sa réputation n'est plus à faire. Et ce qui anime François, c'est de transmettre, partager sa passion pour les vieux légumes. Comme il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre, il organise régulièrement des petits ateliers chez lui pour les mamans et les nounous de la région. On va faire un jus de fruits avec des poires et des panais. Tout le monde aime bien le jus de fruits? Moi, je crois. Hein. Allez, c'est parti. Mais même en smoothie, alors, on va commencer par aller plus petit. La première gorgée, ça surprend toujours un peu. T'aimes pas celui-là? Oh bah moi je trouve ça bon. Pas de grimace. Et puis finalement, on y revient. C'est bon, chérie? Et on termine même son verre. Maintenant qu'on a bu le jus de fruits, on va manger la compote de pommes au potiron. C'est beau ça, c'est beau la popote. Pour nous, c'est un peu l'avenir. Si on ne fait plus redécouvrir ces légumes-là, pour moi, c'est plus la peine de les cultiver puisqu'ils ne seront plus mangés. Donc plus on arrive tôt à éduquer ses enfants à ces goûts-là, plus on sait qu'on va avoir après des futurs consommateurs potentiels, quoi. Alors que beaucoup d'agriculteurs souffrent, François lui aura fini de rembourser l'emprunt pour l'achat de sa ferme dans à peine 3 ans. Le succès de ces légumes anciens aiguise aussi les appétits de la grande distribution. Car il est maintenant fréquent aujourd'hui de retrouver ces variétés dans les rayons de nos supermarchés. Pour continuer d'attiser l'intérêt des clients, chaque année des légumes oubliés font leur réapparition. Mais comment fait-on pour arriver à remettre la main dessus ? Derrière ces résurrections, des aventuriers de la graine de Xavier Mathias. Ça commence souvent dans le bureau de ce passionné au look d'alchimiste d'un autre âge. Xavier ne cherche pas la pierre philosophale, mais la trace de variétés oubliées. Il est sur la piste d'un légume qui a complètement disparu.
Le chervi. Pourtant, il est cité dans la liste des plantes cultivées au temps de Charlemagne. Et un ouvrage de référence du 19e siècle parle également du chervi. Je l'ai trouvé dans la Bible des jardiniers, dans une vieille Vilmorin de la fin du 19e, assez précisément décrit. Xavier a même retrouvé sa trace dans des recettes de cuisine datant de Louis XIV. Et alors là, on a carrément 2 façons d'apprêter le chervi, même 3 parce qu'on peut le faire aussi en pâté. Pendant très longtemps, redonner vie à des légumes oubliés coûtait très cher. Il fallait payer pour pouvoir les inscrire au catalogue officiel des semences. Mais depuis peu, la législation est beaucoup plus souple. On peut commercialiser les vieilles graines, à condition de prouver que la variété est historique et qu'elle est connue. C'est le cas avec le chervi. Pour Xavier, le chervi a un autre avantage. Il a d'après lui de grandes chances de plaire aux consommateurs. On veut manger diversifié, on veut manger de saison, on veut manger naturellement, sans pesticides, etc. Là, lui, il apporte la réponse. Xavier a cherché des graines de chervi dans tous les potagers conservatoires en France, en vain. C'est un jardinier amateur, peut-être l'un des derniers à en posséder, qui lui a procuré les graines. L'autre problème, c'est que tout le monde a oublié comment cultiver le chervi. Quand faut-il le planter? Dans quelle terre? Quand peut-on le récolter? Xavier a mis 12 longues années pour répondre à ces questions. Les premières années, c'était vraiment mais des déceptions. Ça germait, mais le résultat, c'était immangeable. C'était même pas la peine d'essayer. Il m'a fallu 4 ou 5 ans, je dirais, avant d'avoir un résultat que j'estime vraiment convenable. Et par convenable, j'entends commercialisable, en fait. Mais pour savoir si son chervi est vraiment mangeable, une seule solution, le cuisiner. Direction un restaurant dans le village. La chef l'aide régulièrement dans ses expérimentations. Salut Armel. Ça va? Ouais. Chervi. Donc excellent. Moi je trouve ça très bon, mais là je voudrais vraiment avoir ton avis. Moi je pense que c'est vraiment bien. Ok, très bien, on va voir ça. Ouais, donc là il me faut un avis objectif. Et ben, on va essayer de trouver un truc à faire. Et tu laisses combien de temps la vapeur comme ça? Je pense que le chervi, ça va aller très vite. Je pense 5 minutes à peine. D'accord. Et après, on va le travailler, peut-être étuper au beurre, voilà, juste les vins du beurre. Cru au beurre, comme ça? Cru au beurre. Ok. Ah ouais. C'est bon, sinon, vachement bon. Super bon. Par Pas contre... de sel, j'ai pas mis de sel, j'ai rien mis. Je pense que même comme ça va notre nature. Ah, super bon. Ah, c'est vachement bien ça. Ça ressemble au pané, juste un tout petit peu moins fort en goût. Moi, je le trouve concluant. Il a du goût, il a une bonne texture. Il a l'air simple à récolter. Ouais. Donc maintenant, à explorer d'autres pistes et c'est ça qui est bien. Ouais. Voilà. Bah, alors, moi, j'étais pas trop inquiet parce qu'on a quand même des sources sur le chervi qui remontent au XVIIe. On a des choses assez précises. Légumes servis sur les tables royales, c'est pas du tout anodin, hein, mais là, on sent qu'il y a un potentiel dément. À mon avis, lui, il a un bel avenir. Hein, et il a un bel avenir dans les jardins. Armel devrait mettre prochainement le chervi à la carte de son restaurant. Mais pour commercialiser le chervi, Xavier passe par un pépiniériste professionnel. C'est lui qui est chargé de reproduire les plantes à grande échelle et de les vendre aux jardiniers amateurs. Bon, je t'ai ramené 3-4 petites bricoles. D'accord. La société commercialise déjà une dizaine de légumes ressuscités par Xavier. Xavier touche 50% sur le prix de chaque vente de graines. Mais pour lui, l'important est ailleurs. Moi, quand j'ai récupéré quelque chose, c'est qu'il y a un passionné qui l'a maintenu. Alors, je ne vais pas me faire de l'argent sur son boulot à lui. Si ça me demande du travail à moi, il faut que je sois rétribué de mon travail, Caroline aussi, etc. À moins que le chervi connaisse un engouement planétaire, ce légume ne fera pas de lui un millionnaire. Mais d'autres ont trouvé la recette pour faire des vieux légumes un vrai business. Le célèbre château de Versailles, c'est 5 millions de visiteurs par an, c'est 3 siècles et demi chargés d'histoire. Et depuis quelques mois, ces cadeaux souvenirs insolites. Dans la boutique officielle du château, à côté des catalogues, des cartes postales et des assiettes, des plats cuisinés qui semblent tout droit sortis de la table du roi Soleil. Soupe de pois cassés au safran, topinambour aux morilles, des recettes qui intriguent et qui donnent forcément envie d'acheter. Le confit de safran.
en confiture ou avec du foie gras ou sur du blinis. Non, ça va être l'expérience. Dès ce soir. Dès ce soir. Louis XIV n'a certainement jamais mangé des choses pareilles. Alors qui se cache derrière ces petites étiquettes? La réponse se trouve à 600 km de là, en Gironde. Bernard Lafont est le premier à s'être lancé dans la culture des légumes anciens. C'était dans les années 70. Ici, nous avons les salsifis, on en a des panais, on a des raves. À l'époque, il produit plus qu'il n'arrive à vendre. C'est comme ça, pour éviter de jeter sa marchandise, que le fils d'agriculteur a eu la bonne idée de se convertir à la conserve. Ce matin, ces ouvriers mettent en bouteille un produit très en vogue en ce moment. Là, nous sommes sur une production de verjus. Le verjus, c'est du jus de raisin vert. C'est l'ancêtre de l'huile d'olive. Et il en écoule 25 000 bouteilles par an. Là, c'est une commande qui part pour le Japon. Ce qui m'a amené à me lancer dans cette activité de transformation, c'est la volonté de pérenniser l'activité. Aujourd'hui, le consommateur n'est plus habitué à la saisonnalité et il demande le même produit toute l'année. La conserverie me permettait de faire ça. Alors en 2013, quand le château de Versailles lance un appel d'offres pour élargir son merchandising, Bernard Lafont propose de surfer sur les vieux légumes. Il mijote toute une gamme de produits que Louis XIV aurait presque pu manger. Un joli coup de marketing, même si ça l'agace quand on dit ça. Ce sont des produits qui existaient à cette époque-là, que le roi aurait pu consommer à cette époque-là, qu'il a consommé dans un certain nombre de cas, parce qu'on a des écrits qui nous prouvent qu'il appréciait ces légumes-là ou ces fruits-là. Donc on est dans cette logique-là, on est dans cette culture-là, on refait vivre des pratiques anciennes. Certains peuvent dire que c'est du marketing, oui, pourquoi pas, je m'en fous, mais c'est de la réalité historique. L'année dernière, sa gamme Château de Versailles lui a rapporté 100 000 €. Un filon royal qu'il compte bien exploiter. Il veut maintenant proposer son concept aux autres grands châteaux français. Il travaille sur une compote de nèfles, un fruit oublié très proche de la pomme. Blind test. La nèfle actuellement est un produit qui demain sera à la mode. On est en train de travailler avec Alain Ducasse là-dessus, avec son restaurant parisien. Donc on a d'autres grands chefs qui s'y intéressent aussi. On a sorti des fiches recettes autour de ça, des fiches explicatives. Donc c'est quelque chose on sent que ça va venir. En mélangeant les deux. La nèfle va-t-elle sortir de l'oubli et s'inviter sur nos tables cet été? En tout cas, chaque année qui passe, ces fruits et légumes anciens semblent promis à un bel avenir. Et le marché n'en est sans doute qu'à ses débuts, car de nouveaux fruits et légumes devraient prochainement arriver sur les étals de vos maraîchers. Merci de votre fidélité, ne bougez pas. Dans un instant, vos programmes continuent sur France 2.